Parcourant de longues routes de campagne, en passant par les villages typiques de la région de l'Ardèche aux maisons de pierre, une étroite route nous mène au-delà du hameau de Maisonneuve, vers l'éco-village du hameau des Buis. Entouré tour à tour par des forêts de buis et de chênes, le hameau des Buis s'intègre de façon harmonieuse à la végétation locale. Comme chaque matin, vers 8h30, venant de différentes communes des alentours du hameau, les parents amènent leurs enfants à l'école La Ferme des Enfants, au hameau des Buis. C'est un moment de rencontre convivial pour parents et élèves, un moment pour échanger quelques mots, et pour certains d'entre eux, un moment pour regarder le tableau à l'entrée de l'école, où l'on trouve affichées les informations spécifiques de l'école, mais aussi d'autres informations sur les activités proposées dans le secteur. Ils ont soif, il faut les rentrer. Faut leur enlever le filet. Mais vous rentrez pas dans l'enclos dessus. Non, oui. Il faut vous arrêter avant la barrière. Sophie Rabi,
Fondatrice du hameau des Buis et de l'école La Ferme des Enfants, enseigne à l'école et fait aussi partie des habitants de l'éco-village. Pour prendre les gens qui vont mettre leur tête dans les trous. Attends, il y a un garçon. Moi, j'ai grandi ici. J'ai grandi ici, en Ardèche du Sud, dans cette zone assez sauvage, assez rurale, parce que mes parents, Pierre et Michel Rabhi, ont fait leur retour à la terre en tout début des années 60. Ils sont arrivés ici pour s'installer et pour réaliser leurs rêves et surtout pour essayer de se libérer d'un système qui ne leur convenait pas, parce qu'ils travaillaient tous les deux dans une usine de la région parisienne. Et nous avons tous grandi dans une ferme qui était constamment en évolution parce que c'était un chantier et parce qu'il fallait en quelque sorte conquérir cette vie étape après étape et c'était pas facile. Donc ce qui a fait qu'à un moment donné il y avait une base économique, ça a été l'élevage de chèvres. L'élevage de chèvres avec la production de fromage et la vente de ces fromages sur le marché. Ça a permis d'avoir un revenu régulier. Quand j'ai eu 18 ans, ma mère a décidé d'ouvrir la ferme avec une nouvelle activité qui était l'accueil d'enfants. Et j'ai participé à cet accueil d'enfants et j'ai commencé à devenir animatrice à la ferme. Donc ça a été la première pierre pour moi entre la première pierre de la pédagogie entre l'enfant et la nature, l'enfant et la ferme. Et quand je suis devenue moi-même maman, j'ai eu envie d'aller plus loin parce que j'avais une sorte de frustration de devoir m'arrêter au séjour de vacances. Je me suis dit, il est possible de faire plus pour les enfants dans un contexte comme celui-là parce qu'un contexte de ferme et de nature, c'est très riche. On peut apprendre énormément de choses à travers ça. Donc ça a été un point d'ancrage. Et l'autre point d'ancrage, c'était le fait que dans ma famille, on réfléchissait beaucoup. Donc il y avait des discussions sur la philosophie, sur l'histoire, sur l'humanisme, sur l'écologie. Et c'était un débat permanent autour de la table pendant les repas, avec beaucoup de visiteurs qui venaient à la ferme parce que mon père a tissé beaucoup de liens avec l'extérieur. Et il y avait toujours des voyageurs, des penseurs, des politiciens, des artistes, voilà, qui venaient parler avec lui. Et j'entendais tout ça, et j'entendais toute cette réflexion. Et je me questionnais aussi. Je me suis demandé si finalement on était vraiment écologique avec nous-mêmes. En me questionnant là-dessus, eh bien, ça a encore rassemblé les pièces de mon puzzle et je me suis rendu compte qu'il y avait une cohérence à chercher entre l'accompagnement de l'enfant et les comportements du futur adulte qu'il allait devenir. Et du coup, ça m'a vraiment motivée, extrêmement motivée pour mettre en place une structure où on allait travailler sur ces thèmes-là. Donc je me suis mis à lire des ouvrages et j'ai rencontré bien sûr la pensée de certains pédagogues et de certains chercheurs, dont Maria Montessori, dont Alice Miller. Et la rencontre avec Alice Miller, pour moi, ça a été très très important, très déterminant, parce que c'est une femme qui a mis en évidence à quel point les comportements que nous avons à l'égard des enfants vont ensuite générer des comportements d'adultes et des comportements de société. Si nos sociétés sont guerrières, si elles sont nationalistes, si elles créent des divisions, eh bien c'est une conséquence de l'éducation. Donc moi j'ai vraiment eu envie de travailler avec l'enfant pour voir si on peut changer ça à la base. Voilà pourquoi en 99 j'ai ouvert dans la ferme de mes parents une école à la ferme basée sur la bienveillance, donc des comportements différents avec les enfants, donc basée sur la communication non violente, sur l'absence de punition, l'absence de récompense, sur l'absence de jugement, pas de cris et de colère contre les enfants. Et du coup, bien, on assiste à l'émergence d'êtres absolument merveilleux qui sont en pleine possession de leur potentiel de vie. Et ce qui ne veut pas dire qu'on est dans un idéal de comportement. Ce sont des enfants qui ont des émotions, ce sont des enfants qui ont des conflits, ce sont des enfants
qui sont comme les autres, simplement la manière dont ils sont accueillis dans leur humanité est différente. Et du coup leur permet de construire un certain nombre de ressources et de compétences relationnelles, de confiance en eux-mêmes, d'empathie, qui laissent envisager l'émergence d'une société un peu différente de ce qu'on peut. Pour moi, c'était important aussi de créer un environnement social cohérent par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les enfants qui naissent et qui grandissent aujourd'hui vont devoir affronter une situation qui n'a jamais eu lieu auparavant et qui s'exprime par l'épuisement des ressources naturelles, par des états de pollution qui n'ont jamais eu lieu auparavant dans l'histoire humaine, par une démographie qui n'a jamais été aussi haute. Et je ne pouvais pas me contenter de réaliser une école et de permettre aux enfants d'évoluer dans cette école en leur disant « vous allez à l'école, vous allez acquérir un certain nombre de compétences, vous allez passer peut-être des diplômes et ensuite vous allez arriver sur le marché du travail et vous serez des consommateurs et tout ira bien ». Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça aux enfants. Je me sentirais vraiment dans un manque d'authenticité de raconter ça. Donc pour moi, mettre autour de l'enfant un environnement social innovant permettait aussi de lui démontrer que nous devons maintenant aller vers des alternatives au modèle de société tel qu'il est, au système tel qu'il est aujourd'hui.
de Langlois, est aussi éducatrice à l'école du hameau. Depuis 12 ans, elle s'occupe principalement des ateliers qui ont lieu tous les après-midi durant l'année scolaire. Je suis ici depuis septembre 2002. J'ai un regard un peu de longue date sur la pédagogie et surtout ce qu'elle apporte. Et puis nous sommes arrivés avec mon fils Élie, il avait à ce moment-là un peu plus de 2 ans et demi. Donc il a eu l'occasion de faire toute sa scolarité ici, de la maternelle à la primaire, jusque maintenant au collège, où il est en 4e et l'an prochain la dernière année du collège. L'école commence à partir de 8h45, par un temps collectif où l'on se retrouve tous ensemble. C'est un moment qu'on appelle le coin de neuf. Un moment où chacun partage ce qu'il a pu vivre dans la soirée, et enfin, depuis le moment où on s'est quitté la veille. Ça dure à peu près une demi-heure. Et ensuite, chaque enfant retourne en classe pour commencer le travail. Alors, les matinées sont organisées autour d'un programme. Chaque enfant a un programme pour la semaine. Sur ce programme, il est indiqué tout ce qu'il a à faire, que ce soit autour des mathématiques, autour de l'écriture, autour de la lecture aussi. Donc ça, c'est pour le matin. On termine la classe vers 12h15. 12h15, ensuite, pendant un quart d'heure, il y a un temps de tâches où les enfants ont un travail à accomplir, alors que ce soit nettoyer la classe, balayer, vider les poubelles. Ça peut être l'organisation autour de mettre la table. Donc il y a 4 tâches et les groupes tournent de semaine en semaine pour faire ces tâches-là. Et puis voilà, ensuite c'est le temps du repas, à partir de 12h30. Jusqu'à, c'est variable, ça dure une demi-heure, 40 minutes. Et ensuite c'est leur temps de pause. Le temps de pause où les enfants peuvent être dans la cour, à l'intérieur des barrières pour les maternelles, et en dehors, les primaires ont l'occasion, les primaires et les collégiens évidemment ont l'occasion d'être en dehors des barrières et d'explorer le terrain magnifique ici autour du bois de paille-olive. Avec une brosse à dents. Allez-y, on se sert et on vous les passera après. D'abord, vous allez à la classe et vous pouvez manger une brosse à dents. Essaye sur le pied gauche de la diamant de côté. Ah, on les met après? Il a fait tout à l'heure. L'école reprend ensuite à 2h. Et à 2h, c'est le temps où le clairon sonne pour annoncer le moment des ateliers. Et le moment des ateliers, c'est donc moi qui anime ce moment où on se retrouve de nouveau dans la yourte. À 14h, je fais la présentation de tous les ateliers de l'après-midi. Ça peut être de toutes sortes. Il y a tous les jours la yourte des arts où ils peuvent faire de la peinture selon la méthode d'Arnaud Stern, et puis aussi de la terre, donc ils font des modelages, voilà, il y a des ateliers de sciences, il y a des ateliers autour de l'art pour connaître différents peintres.
Il y a de la créativité de toutes les sortes, que ce soit la couture, il y a des activités sportives aussi. Jeff, tu fais des cornes? Il s'appelle Tcha-Tcha. Oui, bien sûr. Tu peux t'en couper autant que tu veux. Tu comptes les pas. On aurait peut-être eu en classe. C'est une colle spéciale que j'ai ramenée. Nous sommes le 20 juin aujourd'hui et c'est donc toute une semaine spéciale où les enfants préparent autour de nombreuses activités, préparent la fête de fin d'année qui aura lieu vendredi prochain. Et chaque année, nous choisissons un pays et cette année, le pays qui a été choisi est le pays de l'Égypte. Donc, la fête de fin d'année sera en lien avec l'Égypte. C'est une semaine spéciale qui n'est pas une semaine d'apprentissage et une semaine classique de ce qui peut être observé en classe. Il y a beaucoup de scientifiques, de journalistes, de chercheurs, de penseurs qui expriment bien à quel point on est dans une impasse, dans un système qui ne pourra pas continuer. Mais finalement, il y a assez peu d'alternatives qui permettent de dire, bon, bah, cette voie-là n'est plus la bonne, mais on peut en prendre une autre, et celle-là, elle serait viable. Alors petit à petit, ça se fait de plus en plus entendre. Mais à l'époque, en 2001, c'était encore une voix très faible. Donc je me suis dit, là, il faut s'y mettre en tant que maman aussi responsable de 4 êtres vivants qui sont complètement dépendants de moi, parce que j'ai 4 enfants. Je ne pouvais pas faire l'économie de ça, de m'engager pour créer de l'innovation au niveau des comportements sociaux. Donc le hameau des Buis, qui est né de cette réflexion, au départ, il avait pour ambition de
rassembler les générations sur un même lieu dans une démarche écologique. Est-ce qu'on est capable de vivre ensemble sur un lieu en diminuant notre empreinte écologique grâce aux efforts que nous allons faire sur les économies d'eau, les économies d'énergie, sur l'éco-construction, sur la récupération des eaux pluviales. En même temps, ça répondait à une problématique sociale qui est très forte dans nos sociétés modernes, qui est l'isolement et le manque de sens des vies des personnes âgées. Et donc, quand j'ai lancé cette idée un peu comme une bouteille à la mer, il y a eu énormément de réponses positives et de gens qui avaient envie de participer, qui trouvaient du sens à s'impliquer dans ce projet. Donc assez vite, on a rassemblé un collectif de retraités, de personnes retraitées, qui avaient entre 60 et 80 ans, on pourrait dire, et qui avaient l'envie de participer à créer un lieu qui rassemblerait l'école et des habitations pour ces personnes-là. Ce projet a évolué au fil du temps, au fil des années, et il est devenu éco-village à part entière parce qu'aujourd'hui, le hameau des Buis, c'est une vingtaine de logements, plus l'école, plus une ferme, plus un centre de formation. On est parti sur l'idée d'accueillir seulement des retraités et au fil du temps, les retraités ont dit « nous, on ne veut pas vivre en ghetto de retraités, on préfère vraiment brasser les générations ». C'est pourquoi il y a à peu près un tiers des maisons du hameau qui sont occupées maintenant par des familles aussi. Laurent Bouquet est cofondateur et co-gérant du hameau des Buis. Il a largement contribué à assurer la coordination du chantier et le développement du site. Laurent est aussi un habitant du hameau et s'occupe entre autres de la gérance de celui-ci. Sophie, à l'époque où j'arrive et que je la rencontre, elle vient d'écrire en fait un projet. Elle vient de rédiger un petit dossier d'une vingtaine de pages dans lequel elle projette déjà ce que sera le hameau des Buis, sans le nommer puisqu'on n'a pas d'idée du nom, mais il y a l'idée de créer un lieu de vie pédagogique, intergénérationnel, sur une base vivrière agricole. Là on est en 2002, l'école existe depuis 3 ans. La ferme des enfants sur la ferme familiale. Et c'est comme ça qu'elle me propose donc de m'associer avec elle pour développer ce projet. Il y a des documents qui sont tous sur mon bureau normalement. Merci.
Sophie a déjà l'intuition à l'époque que sans un travail important sur la question relationnelle, la question émotionnelle, effectivement le projet n'est pas viable. Et je dois avouer que ça a été vraiment pour moi une des clés de mon engagement. C'est-à-dire que je ne serais pas parti dans un projet comme ça si, dès le départ et par anticipation, le cercle des personnes qui nous ont rejoints n'avaient pas tous en conscience que le principal écueil, c'était d'abord nous-mêmes. Avant de parler des contingences réglementaires, financières et autres, c'était la base du projet. Et que c'était aussi une des raisons d'être de ce projet, dans la mesure où l'idée c'était que les enfants puissent être les témoins d'adultes qui commencent à trouver des solutions dans le vivre ensemble, en fait. J'ai plaisir à citer un proverbe sioux qui dit que nous n'avons pas à apprendre les bonnes manières aux enfants, ils en sont simplement les témoins. Et moi, ce qui m'a décidé vraiment à m'engager aux côtés de Sophie, outre le fait que nous étions en couple, c'était vraiment cet aspect de la prise en compte de la dimension humaine dans les projets. Et donc je suis devenu coordinateur du développement du projet en 2003, en août 2003. Voilà, et de là, j'ai démarré avec Sophie vraiment toute la partie faisabilité et développement d'un projet tel que celui que vous voyez aujourd'hui. Oui, oui, elle est en bon état. Mais... Si on a un tampon, tant mieux. Super. D'accord. On fait un barbecue dans la cour de l'école. Ah bon, parce que je viens juste de faire les commissions, donc je peux apporter mon... Le hameau début aujourd'hui, c'est une expérimentation sociale à l'échelle 1. C'est en fait pas un hameau, c'est une micro-société, le hameau début. Puisqu'on a les représentants de toutes les générations, on a un bébé qui vient de naître, et puis on a un autre doyen qui a plus de 84 ans. On a voulu se sortir du modèle qui ne nous satisfaisait pas, qui est justement les cellules familiales agglomérées les unes aux autres dans les grandes villes, des choses comme ça, qui pour nous effectivement créent un peu, comme dit Pierre Rabhi, des déserts sociaux. Même si ça grouille dans une ville, et j'aime bien cette notion de désert social en fait, puisqu'il y a l'anonymat partout, il y a une forme de déshumanisation qui est quand même assez palpable. Je peux dire pour moi, je peux pas et je veux pas. On est là parce qu'on a envie de vivre ça, et que cet élan-là, on le partage. On le partage justement, c'est pour ça que pour moi je comprends vraiment le hameau comme un outil au service d'une certaine forme d'évolution sociale, sociétale. Parce que les gens qui viennent, ils ne ressortent pas indemnes d'ici. Très souvent, on a le témoignage, et ça, c'est pour ça que je peux en parler de façon assez tranquille, c'est parce que je vis à travers énormément de témoignages de ce que je dis. Pour beaucoup de personnes, ayant passé une semaine, 2 jours, 10 jours ou 2 ans, ressortent du hameau en ayant vraiment quelque chose qui a changé et avec lequel ils repartent. Et ces personnes-là, moi j'aime bien les observer dans les visites parce que je peux vraiment constater qu'aujourd'hui la période est vraiment mûre pour ce changement. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent presque goguenards des fois, assez sceptiques, et qui souvent repartent avec... ils sont empreints de respect. Et je trouve que rien que pour ça, ça vaut le coup d'exister et ça vaut le coup d'apporter notre petite goutte à cette société. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, sur la demande des gens qui sont venus nous visiter, nous avons commencé à mettre en place des formations, à la fois sur l'expérience pédagogique qui est pratiquée ici, puisque ça c'est une grande demande du public, mais aussi sur vivre en éco-village. C'est quoi vivre en éco-village? Donc témoigner de ce qui se vit ici, parce qu'effectivement on s'est aperçu que juste en écrivant ce qu'on vit en termes de modules de formation, il y a des choses à transmettre. À la fois pour des gens qui ont envie de vivre les mêmes choses, qui ont envie de s'organiser pour créer des éco-villages, mais aussi des gens qui sont simplement curieux de voir comment ça se passe.
Françoise Janin est une habitante du hameau des Buis. Elle s'occupe de différents aspects de la collectivité et elle est un des guides parmi les habitants pour les visites qui ont lieu le vendredi après-midi à partir de 16 h. De 60 cm de haut, qui sont reliés par un feuillard en inox. Et on s'était mis à touche-touche le long du... Donc ça fait... Pour accueillir les visiteurs, pour nous c'est important parce que nous pensons que témoigner de notre expérience, ça peut être utile à d'autres. D'abord, c'est important d'être ouvert sur l'extérieur, c'est très clair, mais ça peut être aussi utile à d'autres personnes, soit qui s'interrogent sur les impasses de la société actuelle, sur les expériences que peuvent vivre, les expériences d'alternatives sociétales que peuvent vivre d'autres personnes, qui peuvent être tout près de chez elles ou plus loin. Il y a des gens quelquefois qui viennent d'assez loin, surtout pendant les vacances ou le week-end. C'est important aussi, quelquefois, de répondre à des questions de gens qui veulent faire la même chose ailleurs. Là, par exemple, vendredi dernier, il y avait un couple qui venait de l'Hérault, qui m'avait téléphoné déjà longtemps avant et qui était vraiment venu pour voir les solutions qu'on avait adoptées pour les tracés des charpentes, pour les toitures. Alors bien sûr, je ne pouvais pas répondre à toutes leurs questions très techniques, mais je les ai orientés sur les personnes qui avaient les réponses à ces questions techniques. Donc ça, c'est aussi précieux parce que nous, ça fait 10 ans que la société civile a été créée. Elle a été portée par des gens qui avaient une énergie folle et dans les groupes qui ont ce genre de projet, notre expérience, elle peut être vraiment, vraiment importante pour éviter des écueils ou pour trouver des solutions qui ont fonctionné, pour qu'on témoigne aussi de ce dont on est conscient que c'est à améliorer, parce que c'était un peu trop compliqué ou un peu trop difficile à mettre en œuvre ou un peu trop cher. Enfin bon, il y a plein de choses pour lesquelles ça peut être utile. On a des galets roulés qui permettent que la terre ne rentre pas dans le drain qui est en bord de toit. 26 cm d'isolant ouate de cellulose. Les premières maisons étaient isolées avec de la paille et puis ils se sont aperçus que c'était difficile à mettre en œuvre et donc ils sont passés à la ouate de cellulose. Et puis aussi témoigner donc, de nos réussites, en particulier sur tout ce qui est réussite au niveau matériaux de construction, économie d'énergie, structure juridique, solutions financières, enfin vraiment tout ça, nous on est vraiment heureux de pouvoir le partager parce qu'on sait qu'il y a 9 sur 10 des collectifs qui se mettent en route qui se cassent la figure et que nous on est bien contents de ne pas s'être cassé la figure grâce aussi à l'énergie incroyable des porteurs de projets, donc de Laurent et Sophie au départ. Puisqu'on fait attention à l'isolation, parce que ça veut dire qu'on fait attention à l'énergie, on allait faire attention aussi à l'eau. Pas utiliser trop d'eau et puis éventuellement la récupérer. Alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas utiliser trop d'eau? Nous avons tous des toilettes sèches dans les maisons et nous avons des toilettes sèches en toilettes publiques également. Dans les maisons nous avons des toilettes à litière et les toilettes publiques sont à lombricompostage. Par personne sur la Hameau des Buis, nous utilisons à peu près 3 fois moins que le français moyen en eau. Cette eau est complètement récupérée et arrive ici dans cette zone de phytoépuration. Donc tout le hameau des Buis en fait épure ses eaux dans cette zone-là et rejette des eaux en fait de qualité baignable dans la nature ou dans le double réseau qu'il y a, puisqu'on a eu la chance de pouvoir installer un double réseau qui permet aux gens d'arroser leur jardin en fait avec une eau qui n'est pas potable mais qui est de qualité baignable. Voilà. Alors pourquoi on arrive à des résultats aussi intéressants sur le plan sanitaire? C'est qu'on a résolu une pollution très importante
en amont de cette problématique d'épuration, qui est en fait la deuxième cause de pollution des nappes phréatiques après l'agriculture, c'est les déjections humaines. Et que pour résoudre ces problématiques-là, il fallait les comprendre d'abord. Et en fait, on y allait à la recherche des causes de cette pollution-là. Et les scientifiques nous ont répondu qu'il s'agit des bactéries qui sont présentes dans nos intestins, de façon très naturelle et tout à fait normale, qui sont des bactéries dites anaérobies, c'est-à-dire qui vivent et se développent dans l'eau. Le fait que les matières fécales tombent dans autre chose que dans l'eau, et ben, quelques heures après, ces bactéries n'existent plus. Et du coup, on a résolu ce problème sanitaire majeur qui pollue quand même grandement nos nappes phréatiques et qui demande des adjuvants assez forts ensuite pour réinjecter de l'eau et la rendre potable. Moi, j'aime bien commencer la visite par ça parce que l'enjeu de l'eau est un enjeu majeur à l'échelle mondiale, hein, et que notre première nourriture, c'est l'air et la deuxième, c'est l'eau. On a souvent tendance à l'oublier. Mais je trouve que c'est vraiment important de partager cet enjeu-là et de savoir qu'en fait les réponses sont très simples. Alors il suffit pareil d'organiser nos vies un peu différemment. Et ça a été une découverte aussi qu'on va pouvoir apprécier même dans les maisons, c'est-à-dire que on a beaucoup aussi, on a fait beaucoup de découvertes en fait sur une notion qui nous échappait jusque-là, c'était le principe des gisements des énergies qu'on ne consomme pas. Et là c'est un peu le gisement de la pollution qu'on ne produit pas. Voilà, c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire se dire, en fait, le fait d'agir sur nos modes de vie engendre, si nous acceptons, si nous consentons à travailler un peu sur notre mode de vie, et à le faire évoluer un petit peu, c'est-à-dire à nous rendre la vie peut-être un peu moins pratique, un peu moins facile, entre guillemets, mais parce qu'on y consent, parce qu'on voit le sens que ça a, à ce moment-là, on a des résultats absolument, vraiment incroyables, vraiment. Le vendredi, outre la visite guidée, les touristes peuvent déguster les produits du hameau, comme les fromages de la ferme ou les fruits et légumes des maraîchers locaux. Le hameau des Buis est un lieu de visite aussi par les gens en promenade, à pied ou en vélo. Ils se retrouvent à passer par la petite route qui traverse le hameau. Le vélo n'est pas seulement de passage au hameau des Buis, car beaucoup d'habitants et de travailleurs décident de l'utiliser comme moyen de transport, à l'intérieur même du hameau.
Alain Moulard est un des bénévoles du hameau des Buis. Il est le chef de chantier solidaire qui permet la restructuration de la maisonnette qui hébergera bientôt la boulangerie du hameau. Donc un travail de volontaire, il est souvent assez aléatoire dans le sens où on travaille avec les envies de chacun et les orientations de chacun par rapport au bois ou au travail de maçonnerie ou de mortier. Donc la gestuelle est tellement différente que certains se trouvent mal à l'aise sur un travail d'enduit. Donc d'autres ateliers sont prévus en général pour s'orienter sur des tâches qui sont sur les abords, autant du terrassement que de la menuiserie. Ici, le but, c'est non plus de travailler avec de la terre, comme c'était dans la première période de construction, parce qu'on travaille sur un enduit classique. Et le tout, quelquefois la difficulté, c'est de colorer dans la masse un enduit en faisant quelques tâtonnements, quelques réajustements. Sur un chantier comme celui-là, les défauts peuvent servir à agrémenter et à modifier le résultat dans un sens esthétique. Le tout, c'est que les défauts soient mis en valeur. Toi, tu étais en légère surcharge. Les volontaires viennent aussi de formation d'architectes ou de formation de pharmaciens, paramédicales, ou volontaires qui ont déjà travaillé sur d'autres chantiers. Ici, on travaille dans une forme de liberté où le tempo n'est pas imposé, on a des discussions, des anecdotes. De toute façon, ça c'est la cale qui va nous permettre de bloquer les deux. Il y avoir quelqu'un qui s'occupe des dosages, des approvisionnements. Il y a quelque chose que j'aime bien partager souvent avec les gens qui nous demandent, c'est que l'origine même du projet est bénévole. Et ça, c'est souvent, parce que Sophie n'en fait pas état, mais il faut savoir qu'à l'origine de son école, donc en 99, quand l'école ouvre ses portes, Sophie est bénévole. Elle est à la fois directrice de l'établissement et bénévole de l'association qui supporte l'école. Et en tant que directrice, elle est bénévole aussi. Et du coup, nous avons dû prendre nos propres responsabilités sur un chantier non conventionnel et du coup nous faire aider aussi par des personnes qui ne sont pas qualifiées et qui seraient là bénévolement. Finalement, on s'est senti complètement à l'aise de le faire parce que cette énergie et cette dynamique bénévole étaient là depuis toujours. Il remplissait la bétonnière. Il venait tout doucement, hein. Clac, bien sur les jambes, hop, clac. Donc fatalement, on n'a pas de scrupules à aller demander l'énergie bénévole des personnes parce que nous-mêmes nous sommes placés dans cette dynamique-là. En même temps, ça aura un effet négatif. On pourrait dire qu'ici, toutes les idées sont confrontées avec bienveillance et avec l'idée que petit à petit la réalisation sera sans doute mieux si justement il y a confrontation et complémentarité entre les différentes propositions d'un projet. On a 15 jours pour faire ça. On a démarré sur une première semaine, comme on a dit, où les volontaires ont été confrontés au travail. Et la deuxième semaine, travaillant en ligne comme ça sur une certaine hauteur, ça a quelque chose de beaucoup plus stimulant sur un plan psychologique. On a donc en sorti une qualité qui finalement vient des compétences de chacun, qui au bout d'une semaine finalement
comme vous le voyez, sont d'un rendement très supérieur à la première semaine. Jacques et Denise Claire sont un couple d'habitants de longue date. Ils ont adhéré au projet du hameau des Buis, presque à son tout début. J'ai entendu parler du hameau en 2004 par des voisins dans la ville où j'habitais, c'est-à-dire à Alès, très près d'ici, dans le Gard. C'est en 2006 qu'à l'occasion d'un stage de communication non violente à Lyon, nous avons rencontré de résidents, de candidats résidents de ce projet qui nous ont raconté toute l'évolution qui était en cours, le projet de construction et ses développements. Eh bien, le soir même, on était décidé. La vie au hameau, c'est une bonne occasion d'apprendre à se connaître. C'est une école de perfectionnement de soi, si j'ose dire. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais... Oui, c'est une école. C'est une école. Il est impossible de s'endormir sur ses acquis au hameau. Nous avons un très très grand plaisir à échanger entre nous sur des sujets tout à fait variés. Bon, bien évidemment, nous pouvons parler du hameau, hein, c'est notre sujet principal. Nous pouvons parler également d'écologie, éventuellement de nos familles qui sont à l'extérieur. Il m'a semblé, mais... Et ça, c'est un des pivots de la vie collective ici. Se retrouver une fois par semaine pour échanger cœur à cœur, si on a quelque chose à se dire, ou alors carrément pour discuter d'un sujet qu'on a convenu en commun. En fait, c'est un moyen de s'enrichir mutuellement, de garder le lien et d'entretenir une bonne ambiance dans le hameau. La seule personne bénévole qui a été là toute la semaine, parce que Nicolas n'est pas là, il était à Duplex avec Nicolas. Nicolas n'est pas là. Freddy a fait quelques rares apparitions. Merci Freddy. Et donc, voilà, c'est Ludo qui... Je sais si comme ça il aura pas fait le voyage pour rien. Et Jamie pourra finir la terrasse. Hein? Comment? Formidable. Il n'a pas fini exactement ce qu'il voulait faire. Quand un problème pratique se pose, en quelque domaine que ce soit, on décide de former un groupe de travail ou groupe de réflexion qui réfléchit
à la problématique. Donc chaque semaine, au tout début de semaine, le lundi matin, on réunit les bénévoles qui sont présents, on fait le planning de la semaine, ensuite chacun se répartit ses tâches. Et puis en fin de semaine, on fait un petit bilan où chacun est invité à dire ce qu'il a ressenti, si la semaine a été bonne ou si quelque chose ne va pas, ce qui de toute façon peut servir à d'autres personnes. Je suis content de ma semaine, après c'est bien d'avoir un retour des personnes référentes pour savoir si eux aussi sont contents de ce qu'on a fait comme travail. Il est bon de dire ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. L'un et l'autre sont constructifs. Et c'est dans cet esprit qu'on essaye de faire toutes nos réunions. La deuxième chose qui doit se passer la semaine prochaine et qui est très importante, je dis pour Auré, c'est l'enduit de la maisonnette. Oui. Et mettre aussi des bâches sur la terrasse devant. Dès que Jamie aura fini, parce que tant qu'il n'a pas fini. Vincent et Muriel sont un jeune couple du hameau des Buis. Après avoir été postulants, pendant une période d'intégration, ils viennent d'emménager dans le collectif avec leurs 2 enfants. On est arrivé en Ardèche suite à une prise de conscience entre Muriel et moi et surtout très attiré par l'école, la ferme des enfants. Ça a été le point de départ, je pense. Muriel a rencontré Sophie Rabi lors d'une courte formation sur la pédagogie Montessori. Et ça a été une révélation pour elle. Donc on s'est dit ben, on va tenter l'expérience. Donc on a fait la demande à la ferme des enfants pour une place pour Alexis. Et ça a été le déclencheur. Donc après ça, moi je me suis lancé aussi dans une formation chez Terre Humanisme pour devenir animateur en agroécologie. Et tout ça s'est mis en route et puis on est arrivé en Ardèche. Et progressivement, ben, on a fait connaissance de la ferme, du hameau. Et ayant un projet aussi un petit peu, projet agroécologie, qu'on voudrait éventuellement faire naître en Belgique, ben on s'est dit que passer par le hameau et vivre dans le hameau, ce serait une bonne solution pour pouvoir et comprendre cet esprit de vie collective. Le fait de venir habiter ici, pour nous, c'est une expérience et c'est aussi un défi parce que on croit en ce genre d'habitat, mais en même temps, vivre ensemble, on n'a pas été éduqués pour. Nous, on vient tous les deux d'une famille où on vivait chacun dans sa petite maison bourgeoise et chacun chez soi avec des haies, etc., où personne ne communiquait avec les voisins. Et on croit en ce genre d'habitat groupé. Mais en même temps, on ne sait pas si ça va nous plaire, si on va s'y faire. Et on espère que oui, on pense que oui, mais voilà, c'est jamais. Donc c'est... On vous dira quoi dans un an? Un nouveau défi. C'est un nouveau défi, oui. C'est vrai. Suite à la formation que j'ai faite avec Sophie en 2012, moi je suis institutrice primaire, donc c'est l'équivalent de maître d'école ici en France. Et donc ça a répondu à toutes les questions que je me posais en tant qu'institutrice et à tout ce qui ne me convenait pas dans le système public. Et donc je me suis dit que notre aîné, il avait 6 ans l'année passée, et donc on allait devoir choisir une école pour lui pour qu'il fasse ses primaires. Et pour moi, c'était impossible de le mettre dans une école publique, ayant travaillé dans ces écoles-là pendant plusieurs années, et sachant qu'il y avait d'autres écoles comme ici qui existaient, c'était inconcevable de le mettre dans une école publique. Donc c'est donc pour ça qu'on a fait la demande pour qu'il vienne ici, parce que ça répond la manière dont on respecte les enfants, la bienveillance avec laquelle on leur parle, etc.
Mais pour moi, c'est indispensable si on veut que la société et le monde changent. Si les enfants ne sont pas éduqués de cette façon-là, il y a très peu de chances que les choses bougent. Si on les éduque avec de la violence, de l'autorité, etc., ils sauraient être que comme ça aussi, eux. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de venir ici, en fait. Parce que cette école-ci correspondait vraiment à toutes nos attentes. Et en plus, c'est dans un lieu qu'on aime beaucoup, parce que ça fait 8 ans qu'on vient en Ardèche. Et aussi parce que donc Vincent, il a eu l'opportunité de se former chez Terre et Humanisme, donc tout se trouvait en fait au même endroit. Donc, et tout s'est mis en place, donc on s'est dit c'est qu'on devait être ici à ce moment-ci. Voilà, la vie nous a amenés ici. Marco Lucien habite au hameau avec sa famille. Il est d'abord arrivé en tant que parent d'élèves à l'école, puis comme maçon sur le chantier de construction. Il s'occupe maintenant principalement de la production du fromage du hameau des Buis. Je viens vers 6 heures pour nourrir les chèvres. Et pendant qu'elles mangent, je vais préparer la nourriture pour les cochons, récupérer le petit lait de la fromagerie et puis rajouter des déchets de cuisine, les choses que l'on récupère à la cuisine ici collective ou alors chez les habitants du hameau. Tout ça pour les cochons. Ensuite, je prépare à la fromagerie le matériel pour la traite et puis je viens ici. Elles ont fini de manger et à ce moment-là commence la traite. Ça dure à peu près 1h30. Il y a 15 chèvres à traire. Voilà, et sur les 15, il y a 5 primipares, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui font du lait pour la première année, qui n'ont pas encore beaucoup de lait. Donc elles passent ici une par une, sur ce petit quai de traite. Elles aiment bien parce que ça les soulage et puis elles ont une petite friandise. Je leur donne des granulés qui sont à base de luzerne et de différents déchets végétaux et riches en protéines, ce qui permet
d'avoir une bonne production de lait. Vers 8h30, 9h moins le quart, quand la traite est finie, il y a soit un woofer qui est ici et dont le rôle est de permettre aux chèvres de sortir. Il va les accompagner pendant la matinée. Elles sortent tous les matins pour aller se nourrir dans le bois de paille olive à côté de la ferme ici. Et ça leur permet de choisir leur nourriture, de se nourrir en milieu sauvage et naturel et d'avoir un bon équilibre alimentaire. Du coup, elles choisissent ce qu'elles ont envie, ce dont elles ont besoin. Cette nourriture naturelle, ça permet de les maintenir bien en forme parce qu'elles ont une activité physique. Et puis ça permet d'avoir un lait vivant et de qualité. On est arrivé avec ma famille en 2007 ici, donc avec Fabienne, ma compagne, et nos 2 enfants, qui à l'époque avaient 3 ans et demi, 4 ans et 5 ans et demi. Nous, on n'était pas bien satisfaits de ce qu'ils vivaient à l'école. Et donc on a cherché des écoles différentes qui pourraient nous apporter ce qu'on souhaitait comme cadre scolaire pour nos enfants. Donc on est venu ici lors d'une journée portes ouvertes et puis on a été séduit et on a décidé de déménager, de se rapprocher d'ici. Et ensuite j'ai été recruté pour travailler sur le chantier qui commençait à cette époque-là. Donc cette fromagerie, c'est la 3e année, non la 2e année qu'elle fonctionne. Moi, je me suis installé comme chevrier fromager au début de l'année dernière, début 2012, et l'année d'avant, je m'étais occupé des chèvres qu'il y a ici, dans le cadre plutôt d'une année sabbatique. Après toutes les années de chantier ici, j'avais envie de vivre autre chose. Et donc j'ai eu envie de m'occuper des chèvres. Avant-hier, je traite la chèvre, je mets le lait à cailler. Hier, le lait caillé, je le moule. Aujourd'hui, je démoule sur la grille pour qu'il commence à sécher, je sale. Une des choses qui permet d'avoir vraiment un lait de qualité, donc un fromage de qualité, c'est que les chèvres, elles aient une vraie vie de chèvre. Et une vraie vie de chèvre, ça veut dire pouvoir sortir tous les jours plusieurs heures en balade. Ça fait partie des règles un peu de bon sens que j'essaye d'avoir ici avec les animaux pour qu'ils soient et en bonne santé et paisibles et donc on ait du bon lait pour faire du bon fromage. Donc je réinstalle la table pour aujourd'hui. Là, le fromage qui va ressuyer, c'est-à-dire perdre son humidité de surface. Ça, ce sont des moules pour faire des picodons, les fromages traditionnels locaux de Drôme-Ardèche. Un peu de sarriette. Cueilli et séché par Françoise, qui sort les chèvres de temps en temps.
Elle en profite pour ramasser de la sarriette. Bon, de faire un fromage comme ça, la sarriette, ça permet d'avoir un peu de variété à la vente. Là, je moule les picodons. Je prends du caillé que je mets dans les faisselles. Il va s'égoutter, perdre son petit lait. Ce soir, je vais le retourner. Et demain, on a un fromage moulé qui peut aller ressuyer sur la grille à côté. Ce que j'aime aussi au hameau des Buis, c'est le fait que la vie artistique ait sa place dans la vie de tous les jours. Parce qu'on est dans une société où de plus en plus l'art s'adresse à une élite et c'est de l'art de conservatoire, c'est de l'art de musée, c'est de l'art de spectacle. Contrairement à certaines cultures et certains continents, ou pour parler du continent africain que je connais le mieux, j'ai vu à quel point l'art est dans la vie de tous les jours parce qu'on décore les maisons, parce qu'on joue de la musique à tout instant et sans attendre qu'il y ait un événement. Et ce que j'aime au hameau, c'est qu'on retrouve un petit peu ça dans le soin que chacun peut mettre dans ce qu'il fait, dans le fait que la musique arrive un peu spontanément parce qu'il y a des instruments qui sont là, parce qu'il y a des musiciens qui passent, ou d'une manière un peu plus organisée, puisqu'on a aussi un petit groupe de musique folklorique qui s'entraîne patiemment. Tăiere las trenas de m'embastire ser el teu camarada quan junts marxarem seré el teu camarada ningú no ho sabrà deixa'm venir, deixa'm no, amor meu, no. Oh, estimat, escolta'm, no siguis tan cruel, jo t'estimo molt més que tot el món junt. Jo t'estimo molt més, tant que no ho sé dir. Deixa'm venir, deixa'm. Sí, amor meu, sí.
Ah oui, je vais les planter avec toi. Ah, finalement, tu veux pas? Tu voulais qu'on le fasse ensemble, c'est pour ça que je t'ai attendu. Mathieu Davin est un jeune habitant du hameau. Il est arrivé comme bénévole avant de décider de s'installer sur place et de relancer le projet de maraîchage. Il s'occupe entre autres de la serre du hameau des Buis. Il y a 6 ans, on a commencé à planter, enfin moi j'étais pas là, mais on a commencé à planter des arbres fruitiers et de la luzerne. Et l'année dernière, on a commencé un peu à faire du maraîchage ici, dans un petit groupe, on était 7-8. Mais c'était plus de manière récréative en fait, on était là un peu pour s'amuser, donc pour passer du bon temps dans le jardin. Et depuis 1 an, avec Daniel, là, on a envie de faire quelque chose de plus sérieux et de plus productif, quoi, pour nourrir l'école et les habitants du hameau. Et ce pourquoi on s'est installé ici, c'est vraiment pour que les gens du hameau participent, pour que les enfants, pour que les personnes âgées viennent et nous aident à faire le jardin en fait. C'est vraiment ça le premier objectif, c'est de créer du lien à travers une activité comme ça qui a du sens. Sachant qu'on commençait à s'installer en maraîchage, là on a fait marcher un peu le réseau, on a glané autour à Terre et Humanisme, et des amis qu'il y a autour, des amis maraîchers, pour nous aider à commencer à avoir des graines de qualité. Et après il y a quelques semenciers aussi comme Cocopelli, Biogerme, Germinance. On a acheté des semences à eux en complément, ce qu'on n'avait pas pour la première année pour commencer. Et là bien sûr l'objectif c'est de conserver ces semences. Au mois de janvier, on a recouvert le sol avec des cartons et 10 cm de paille. Et il a plu beaucoup en janvier-février, donc là maintenant les cartons ont complètement disparu. Et c'est tous les vers de terre qui sont remontés à la surface, qui se sont reproduits sous le carton et qui ont changé vraiment l'aspect du sol sur 5 cm. Quoi. Ils ont fait tout le boulot pour nous, on n'a rien fait là. La chance qu'on a ici, c'est d'avoir ce potentiel. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour faire des marchés. On vend nos produits directement à l'école. Tu vois, le matin je cueille, je les apporte à la cantine et à midi c'est transformé et c'est presque digéré, quoi. Et j'apporte aussi le reste aux habitants. Voilà. Donc l'idée c'est l'autonomie alimentaire du hameau. On ne veut pas produire pour l'extérieur, c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais qu'on ait tous des légumes frais de qualité dans nos assiettes grâce à notre jardin. Notre grosse difficulté c'est l'eau en fait. Donc l'objectif c'est de récupérer l'eau de pluie de toutes les habitations et de faire des bassins de rétention d'eau. Tout ça par gravitation en utilisant la pente naturelle du terrain. L'eau du hameau arriverait jusqu'ici, jusqu'au bassin qu'on est en train de creuser. Et on récupère aussi les eaux grises, donc toutes les eaux quand les habitants prennent leur douche, font leur cuisine. Elle va dans la phytoépuration et après elle arrive ici jusqu'au verger. Donc elle est utilisée une deuxième fois. Nous on pulvérise les plants avec du purin d'ortie, de consoude et de prêle. On mélange les trois et toutes les 2 semaines je pulvérise les plantes. Et c'est ça, en fait ça renforce les défenses immunitaires des plantes. C'est naturel, c'est des plantes qu'on va chercher à la rivière. Et du coup on n'utilise aucun produit chimique évidemment quoi, grâce à ça, et les plants sont en forme, quoi. Ça n'a pas vraiment été un choix de vivre de manière alternative, c'est venu tout seul en fait, c'est venu naturellement. En voyant comment ça se passait, je me suis dit c'est ça qui me convient et c'est ça qu'il me faut. Pour moi le hameau c'était le résultat d'un cheminement en fait. Avant de venir ici, j'ai fait du woofing dans plusieurs fermes. Et je suis venu ici, je suis reparti, j'étais bénévole, woofer. Et il me manquait une seule chose ici, c'est les jardins. Donc soit je partais, soit je mettais ça en place. Et voilà, pour moi tout est là. On reçoit énormément de visites, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter ce lieu et qui sont inspirés par ce qui se passe ici et qui essaiment. Voilà. Et
puis on vient là, on réfléchit, on dit tiens, une école alternative, un mot un peu différent, des jardins. Les gens viennent ici, prennent des idées, puis reproduisent et les passent à leurs amis. Et ça, c'est en train de se développer. Il y a les oasis en tout lieu, il y a de plus en plus de fermes qui font du bio. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Je pense que ça s'essaime, quoi, tu vois. On essaime tout ça. Moi, ce qui me plaît ici, c'est qu'on propose autre chose. On n'est pas là on n'est pas dans la critique du système actuel. On fait autre chose, quoi. On propose autre chose. Comme la plupart d'entre nous, eh bien, j'avais des blessures, j'avais des doutes, j'avais de la maltraitance en moi, et j'en ai encore. Et assez vite, je me suis rendu compte que si je voulais réaliser, il fallait que j'aille d'abord chercher à l'intérieur de moi tous ces blocages, tous ces empêchements, tous ces nœuds que j'avais à l'intérieur, pour pouvoir vraiment me libérer et devenir libre de réaliser des projets. Et permettre aussi à l'énergie de circuler, donc pour que tout conspire et tout arrive pour la réalisation de mes projets. Donc, des projets comme la ferme des enfants et le hameau des Buis, c'est aussi un très beau prétexte pour se guérir soi-même et se transformer soi-même. Et ça, je ne sais pas si ça finit un jour. Moi, je suis encore dedans, dans cette transformation. Et ça m'apporte énormément, ça m'enrichit énormément, du coup, de pouvoir être au cœur d'un collectif, d'être en contact avec les enfants, parce que c'est aussi un miroir de qui je suis. Et du coup, on grandit ensemble, on avance ensemble. Et je ne crois pas qu'il puisse y avoir réellement de changement de société si on ne se transforme pas d'abord à l'intérieur et qu'on ne regarde pas nos colères, nos peurs, nos blessures, nos revendications. Tout ce qui fait que, quelque part, on va s'opposer à la fluidité de la vie. Donc, pour moi, le travail intérieur, je le vois comme indispensable à toute démarche de changement et de transformation de la société.
Thank you.